en application du principe du droit de mener une vie de famille normale, eh bien, on peut étendre la notion de vie maritale en incluant des considérations de fait. Donc, voilà un premier exemple. Ensuite, il y a l'article 12 qui pose le principe de la liberté matrimoniale, c'est-à-dire la liberté de se marier. Alors, là aussi, cette liberté de se marier, elle peut, selon les États membres du Conseil de l'Europe, être déclinée de plusieurs manières, notamment par exemple par rapport à l'âge du mariage, ou par exemple par rapport à une condition de sexe. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme ne contraint pas les États à adopter telle ou telle disposition, simplement, elle demande aux États de consacrer un principe de liberté matrimoniale, c'est-à-dire de libre choix du principe du mariage et de libre choix du conjoint. Il y a la liberté du mariage et il y a la liberté du conjoint. S'il n'y a pas de liberté du conjoint, il n'y a plus de liberté du mariage, et inversement. Et puis, un dernier article qui peut être mobilisé au titre du droit de la famille, et d'ailleurs souvent de manière combinée avec l'article 8, c'est l'article 14, car l'article 14, lui, interdit les discriminations. Alors, pourquoi on combine souvent l'article 8 et l'article 14 ? Parce que si par exemple il y a une atteinte à l'aspect de la vie privée, cette atteinte à l'aspect de la vie privée, elle est souvent discriminante par rapport à la vie personne. Et c'est par exemple sur ces deux fondements, article 8 plus article 14, que se sont appuyées les revendications allant dans le sens de la reconnaissance du mariage des couples de même sexe, en disant il y a une atteinte au respect de la vie privée, à l'orientation sexuelle, donc ça on est plutôt et au droit de mener une vie de famille normale, comme on le souhaite. Et ça, on est plutôt fondé sur l'article 8. Et cela crée une discrimination entre des personnes qui préfèrent vivre avec une personne de leur sexe plutôt qu'avec une personne d'un sexe différent. Et à ce moment-là, c'est une atteinte à l'article 14. En tout cas, c'est le fondement utilisé, notamment, dans ce fondement-là, mais c'est le fondement utilisé à l'appui de ces revendications. Après, quand la Cour européenne des droits de l'homme vérifie si les États respectent les articles en question, elle ne fait pas nécessairement droit à toutes ces revendications, mais elle va apprécier en fonction de sa jurisprudence et puis de l'évolution des droits également dans les États. Bon, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui sur la CEDH, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir de manière ponctuelle sur tel ou tel sujet, mais il faut noter qu'elle joue un rôle très important dans l'évolution du droit de la famille française. Et on le voit par exemple plus récemment en matière de gestation pour autrui, où la France a été condamnée parce que la France refusait de transcrire les actes de naissance des enfants nés à l'étranger d'une mère porteuse. S'agissant maintenant des instances communautaires, donc là on va plutôt parler du droit de l'Union européenne, elle-même, elles ne sont pas Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Si c'est pas très clair pour vous, là il faut vraiment les réviser. Alors, je citerai au titre du droit de la famille, parce que finalement le droit de l'Union européenne intéresse a priori assez peu le droit de la famille, parce que le droit de l'Union européenne, au départ, s'est construit sur des principes de liberté de circulation. Alors, ça peut quand même intéresser le droit de la famille, parce que, par exemple, ça va toucher au regroupement familial. Là, on est sur des principes de liberté. Et progressivement, il y a une construction quand même juridique de l'Union européenne autour de la famille. Bon. Il y a un texte qui a été adopté au sein de l'Union européenne, c'est la Charte des droits fondamentaux, dont vous avez déjà dû entendre parler,
décembre 2000, lors du traité de Nice, mais qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, à la suite du traité de Lisbonne, la signature du traité de Lisbonne. Alors, au sein de la Charte des droits fondamentaux, il y a deux dispositions qui vont nous intéresser. L'article 7, qui reprend un petit peu les termes de l'article 8 de la CEDH. L'article 7 qui dit que toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Et l'article 9 qui pose le principe de la liberté matrimoniale. L'article 7, respect aux familles, et l'article 9 qui pose le principe de la liberté matrimoniale. Et je soulignerai, les caractères très généraux de l'article 9 sur la liberté matrimoniale, parce que par exemple, au sein de l'article 12 de la CEDH, qui pose le principe de la liberté matrimoniale, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, à l'âge nubile, l'homme et la femme peuvent contracter mariage. Ça, c'est l'article 12 de la CEDH. Donc, à l'âge nubile, l'homme et la femme peuvent contracter mariage. C'est une liberté, peuvent. Article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a le droit de se marier et le droit de fonder une famille. Je répète, toute personne a le droit de se marier et le droit de fonder une famille. Et là, on n'entend plus, à l'âge nubile, l'homme et la femme peuvent contracter mariage, mais toute personne, c'est beaucoup plus large. On s'est émancipé de l'assignation homme-femme. Toute personne a le droit. Donc, vous voyez, à travers la sémantique, à travers les mots utilisés, on peut renvoyer à des conceptions différentes et, par exemple, s'affranchir d'une distinction entre les couples de même sexe et les couples de sexe différents. Par exemple, puisque là, on se fonde sur la notion de toute personne. Donc, là aussi, parmi les revendications relatives au mariage des couples de même sexe, figurait l'article 7 qui ne distingue pas. Alors, on va dire plus de choses sur le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe. Il faut rappeler, et ça normalement vous l'avez vu au premier semestre, mais j'attire votre attention là-dessus, il faut quand même rappeler que pour qu'un texte international, quel qu'il soit applicable en France, il faut, dans un État, il faut qu'il puisse être... alors il y a plusieurs niveaux d'applicabilité. Il y a déjà, bien évidemment, ça suppose la ratification, hein, bon, ça je ne vais pas, c'est pas évident, article 55, autorité supérieure à la loi du traité régulièrement ratifié, d'accord? Mais ensuite, il faut voir la nature des droits qui vont s'incorporer dans le droit interne. Est-ce que ce sont des droits qui engagent uniquement les États? À ce moment-là, les États sont liés. Ou bien est-ce que ce sont des droits qui vont pouvoir être invoqués directement, ce qu'on appelle un effet vertical, qui vont pouvoir être invoqués directement par les justiciables? Parce que si je peux directement invoquer un droit, ça veut dire que je peux le faire devant une juridiction nationale, et peut-être, si elle existe, devant une juridiction supranationale. Ce qui est le cas avec la Convention européenne sur les droits de l'homme, puisqu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui peut être saisie par une requête, par un justiciable, sous certaines conditions, bien évidemment, épuisement des voies de recours, notamment. Donc, il importe de vérifier que telle ou telle disposition engage bien un État, les États entre eux, et éventuellement peut être directement invoquée par un justiciable. Et par exemple, s'agissant de la Convention de New York, j'avais passé, c'était la fin du cours, donc je n'étais pas appesanti dessus, vous étiez fatigués. S'agissant de la Convention de New York, qui est une source de droit international, on dépasse le cadre européen, je vous avais dit que seule quelques dispositions de
Convention de New York, était directement invocable par les justiciables. Et ça suppose que ces dispositions aient été reconnues en droit interne comme étant directement applicables. Et ça, c'est la jurisprudence qui le dit. À moins, évidemment, que le traité le dise purement et simplement. En fait, il faut lire les traités. Il faut... Les cours, que ce soit le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ensuite distinguent si ce sont des dispositions qui regardent les États seulement, ou si ce sont des dispositions qui créent des droits au profit des justiciables et qui peuvent être directement mobilisables. Et donc, pouvant être invoquées soit devant les juridictions nationales, soit devant une juridiction supranationale. Ok ? Donc normalement, ça vous l'avez vu au premier semestre, sinon il faut un peu reprendre, c'est important parce que c'est de la hiérarchie des normes et c'est de la combinaison des articulations de normes et de la combinaison des normes. Et puis en pratique, ça a des effets très concrets parce que quand on va devant un juge, il est important de savoir quelles dispositions on peut invoquer ou pas. Et avec quelle opportunité, avec quelle chance de succès. Par exemple, vous avez dû entendre parler du barème des indemnités de licenciement, c'est pas de la famille, du barème des indemnités de licenciement qui a été mis en place par une loi récente d'ailleurs. Et on voit là, un peu partout en France, des conseils des prud'hommes rejeter ce qui a été posé par la loi en se fondant sur des normes européennes qui ne sont pas, en l'occurrence, la charte sociale ou des conventions de l'OIT. Vous voyez, donc c'est vraiment très, très, très concret. On peut vraiment gagner un procès en se fondant sur des normes, sur des sources internationales. Après, il faut apprendre à les utiliser, à les mobiliser. Vraiment, il y a des procès qui sont gagnés comme ça. Et c'est très important parce que ça peut réduire à néant une législation dans son bon sens. Alors, en droit interne, là nous avons vu plutôt les droits nationaux, les droits internationaux. En droit interne, grand B, bon, en droit interne, on va retrouver comme source, évidemment, la Constitution. Alors, la Constitution, qui renvoie au préambule de la Constitution de 1946, affirme que la nation assure à l'individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement. C'est l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946. Et donc cet alinéa 8 place la famille et l'individu au fondement de la société. C'est la dimension institutionnelle de la famille. La famille est un pilier de la société. Elle est une composante essentielle, un pilier de la société. Alors, comme toutes les branches du droit, le droit de la famille n'échappe pas à ce qu'on appelle la constitutionnalisation, la fondamentalisation du droit de la famille, c'est-à-dire que ce soit à partir de recours devant le Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi, ou que ce soit à partir de QPC, le Conseil constitutionnel nourrit une jurisprudence qui intéresse la famille, le droit de la famille. Donc là, il y a effectivement ce qu'on appelle une fondamentalisation, c'est-à-dire qu'on va extirper les droits fondamentaux pour poser des principes, pour rappeler des principes ou les préciser. Cela dit, bon, la principale source du droit de la famille reste la loi, c'est-à-dire la loi votée au terme de l'article 34 de la Constitution. Pourquoi la loi? Parce qu'en général, une réforme en droit de la famille intéresse la société et donc repose sur un débat parlementaire. Débat parlementaire qui donc est censé reprendre les aspirations de la société. Donc, par exemple,
prochainement, le processus est en cours d'études, de vote de la loi, la future loi bioéthique. Il y aura dans cette loi bioéthique à venir, hein, je ne suis pas médium, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y aura des dispositions qui vont intéresser les droits de la famille, notamment en ce qui concerne l'insémination artificielle, donc les possibilités de procréation. Donc ça va directement intéresser les droits de la famille. Également, il y aura un débat, je ne sais pas quelle sera l'issue de ce débat, il y aura un débat sur la notion de, très probablement, hein, pour l'instant on n'a que des rapports, mais bon, la discussion va s'engager prochainement, il y aura un débat sur la notion de mère, de père ou de parent. C'est-à-dire, si je dis parent, c'est beaucoup plus large que si je dis père ou mère. Vous sentez la différence? La question a été posée avec une certaine acuité récemment dans un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, du 28 novembre 2018. Dans cette affaire, vous aviez au départ une femme, enfin un couple, hein, et dans ce couple, une femme, l'homme est devenu femme, donc a opéré une conversion sexuelle en cours de mariage. Le couple avait déjà eu 2 enfants, donc il y avait papa, maman, sauf que papa est devenu femme. Et le couple a un 3e enfant. Manifestement, la conversion sexuelle n'avait pas altéré les organes génitaux, et donc il y avait une possibilité de procréation. Et au moment de déclarer l'enfant et de reconnaître l'enfant, la 2e maman, je veux dire, qui était anciennement homme, mais à l'état civil femme, puisqu'entre-temps il y a eu une conversion sexuelle, et donc la personne avait demandé un changement d'état civil. Vous savez que maintenant, depuis la loi de justice vendômoise, c'est possible. Donc nous avions bien 2 femmes, dont une qui avait accouché, donc qui était désignée comme étant la mère, et l'autre qui était, je vous pose la question, quoi? C'est pas un père, puisque c'est plus un homme, donc est-ce que c'est une mère? Mais à ce moment-là, la loi française reconnaît l'adoption de l'enfant du conjoint, donc là c'est ridicule de passer par l'adoption de l'enfant du conjoint, puisque c'était avec son propre sperme que l'enfant avait été conçu. Donc c'est un peu compliqué, et donc cet homme devenu femme a demandé à ce que, à l'état civil, soit indiqué le mot parent, et non pas père. Et la Cour d'appel de Montpellier a fait droit à la demande. Donc, évidemment, c'est une jurisprudence assez innovante, hein, puisqu'on n'a pas à l'état civil ce mot parent, on a père-mère, mais on n'a pas parent. Mais cet arrêt qui est d'ailleurs très bien construit, enfin, qui pose et donné souvent un titre d'exemple pour poser le problème et réfléchir à comment peuvent évoluer les formes de parentalité. Voilà. C'est un aspect du problème, il y a d'autres aspects sur cette question, il y a notamment en ce qui concerne les familles homoparentales, comment se construit la parenté, enfin, donc on peut également dans les familles recomposées, où, je sais pas, un parent, enfin, le conjoint ou le compagnon ou la compagne va s'occuper de l'enfant de l'autre, qu'est-ce qui se tisse comme lien? Actuellement, il n'y a aucune reconnaissance, aucune. Voilà, donc ce sont des questions qui peuvent ressurgir au moment du vote de la loi. Après, peut-être que tout ça accouchera d'une souris, je n'en sais rien, mais on a des débats de société donc, qui vont arriver, qui passent donc, par le champ du Parlement, et donc ça va être une loi, ou pas d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que la loi est extrêmement importante dans l'évolution du droit de la famille. Et puis évidemment, comme autre source du droit, même si ce n'est pas une source formelle, la jurisprudence, parce que la jurisprudence, vous le savez, doit interpréter la loi. Elle doit interpréter, ça veut dire donner du sens à la loi. Elle doit répondre aux questions qui lui sont posées. Et donc la jurisprudence, sur ce point, fait œuvre créatrice. Exemple, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 28 novembre 2018 sur la reconnaissance de la notion de parent.
évidemment, dans le cours, nous aurons de nombreuses illustrations empruntées à la jurisprudence et à son évolution. Ces observations introductives faites, nous allons maintenant envisager deux grands axes de ce cours. J'ai effectivement brûlé le plan autour de deux parties. Une première partie qui sera consacrée au couple et une deuxième partie qui sera consacrée à l'enfant. Alors, c'est toujours l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce que c'est le couple qui fait l'enfant ou est-ce que c'est l'enfant qui fait le couple? Ça dépend dans quel sens on voit les choses. Moi, j'aurais pu commencer par étudier l'enfant, une vision un peu chronologique, mais la notion, l'enfant suppose d'interroger la question de la filiation, qui est une question un petit peu plus technique au niveau juridique, et donc je préfère la placer un petit peu plus loin dans le semestre, pour le temps que vous ayez un petit peu plus de maturité juridique. Donc on commencera dans une première partie par envisager le couple, première partie, le couple. Est-ce que vous connaissez l'origine étymologique du mot couple? Alors, étymologiquement, ça vient du latin copulation. Copulation, copuler. Qui veut dire le fait de réunir. Et au départ, le terme servait à désigner un lien avec lequel on attachait deux animaux de la même espèce. Par exemple, deux chameaux. Ce mot donc, va par la suite, à partir du XVIIe siècle, viser des animaux et des personnes. Cela dit, on continue d'utiliser le mot couple pour désigner des choses de la même espèce. Si vous voulez dire deux choses de la même espèce, je veux dire un couple de perruches. En droit, le terme désigne l'union de deux personnes. Alors évidemment que la notion de couple en droit a évolué au cours du temps. Si on s'en tient au Code civil de 1804, le Code civil de 1804 retenait une conception traditionnelle du couple, c'est-à-dire le couple marié. Avec un rejet même du Code civil explicite du couple de concubins. Parce que Napoléon, qui, vous savez, a été très présent lors de l'élaboration du Code civil, a pu dire concubinage, que les concubins se passent de droit, le droit ignore les concubins. C'est très clair. Donc, le concubinage n'apparaît pas dans le Code civil de 1800. Il fera son entrée très récemment, en fait, dans ces dernières années. Elle nous avait engueulé parce qu'on ne savait pas c'était qui, 4 retards. Et maintenant je m'en souviens. Donc, une évolution de la notion de couple qui a évolué dans le temps. Et plus récemment, à partir des années 90, surtout pour la France, le modèle du couple hétérosexuel, une femme et un homme, a été remis en question avec la reconnaissance des unions des couples de même sexe. Que des unions des couples de même sexe, que ce soit par la voie du Pax et du concubinage, en 1999, puis en 2013, du mariage. Donc aujourd'hui, en France, nous avons une pluralité de couples, couple marié ou pas, couple de même sexe
Et le droit donc organise les relations entre ces différents couples. À des degrés divers, l'emprise du droit sera plus marquée dans l'hypothèse du mariage, par opposition au concubinage, où l'emprise du droit est assez faible. On a une gradation l'emprise du droit en fonction du régime que le couple va adopter. Couple marié, couple pacsé, couple concubin. Donc vous voyez venir, on étudiera évidemment successivement le mariage, le pax et le concubinage pour signifier les degrés d'emprise du droit. Emprise forte dans le mariage, assez forte dans le pax et très